Bonjour, alors on s'intéresse à l'expression de la force d'interaction entre un atome constitué d'un électron célibataire et d'un noyau et de tous les autres électrons de cœur. Finalement, on se ramène à un atome comme l'atome d'hydrogène, une charge plus au centre, massive, qu'on va supposer immobile, et l'électron de masse petit m mobile. Donc cet électron est soumis à l'action d'une onde électromagnétique, et on va écrire donc la force que l'onde exerce sur l'atome. Donc l'atome, ça veut dire à la fois la charge plus au centre et l'électron. Donc cette force F va être en fait la somme de la force électrique qui s'exerce sur la charge positive qui est placée au centre de l'atome et qu'on repère par son vecteur position grand R. On a la force électrique qui s'exerce sur l'électron, qui se trouve en grand R plus petit r. Et ensuite, la force exercée par le champ magnétique sur l'électron, qui est le supposé seul mobile, donc moins E fois la vitesse de l'électron, que j'ai noté R point, donc vectoriel, le champ magnétique. Donc les deux premières composantes de cette force-là se ramènent à la force donc, qui s'écrit sous la forme P scalaire gradient appliqué à E, où le moment dipolaire P porté par l'atome, je le représente sur le schéma, est dirigé donc de l'électron vers la charge positive centrale, et on a P égale moins E fois R. Là, ici, dans la partie magnétique, en fait, on reconnaît moins ER point qui est égal à P point. On aboutit donc à l'expression suivante de la force, donc P scalaire gradient appliqué à E plus P point vectoriel B. Alors on va calculer cette force-là dans différents cas, c'est-à-dire pour différents types d'ondes électromagnétiques, et pour relier le moment dipolaire P de l'atome au champ électrique E, on va utiliser donc les résultats établis dans une capsule précédente sur le modèle de l'électron élastiquement lié. Alors la première situation correspond à celle où la pulsation de l'onde oméga est différente de la pulsation propre oméga 0 de l'atome. Dans ce cas-là, on a établi dans le cadre du modèle de l'électron élastiquement lié que la polarisabilité alpha barre complexe de l'atome était essentiellement réelle, donc la partie imaginaire est nulle, et on va avoir P qui est égal à epsilon 0 alpha prime de oméga fois le champ électrique E. La première situation qu'on étudie, c'est celle où l'atome est éclairé par une onde électromagnétique plane progressive, que je suppose donc progressant le long des X croissants et polarisé rectilinément avec l'expression donc des champs électriques E et B que j'ai écrit ici. Alors dans le cas où le moment dipolaire s'écrit epsilon 0 alpha prime E, on arrive à l'expression donc de la force sous la forme epsilon 0 alpha prime E scalaire gradient appliqué à E plus epsilon 0 alpha prime d rond E sur d rond T vectoriel B. Alors comme le champ électrique E est orienté suivant EY, en fait E scalaire gradient va s'écrire E, donc la composante EY du champ électrique, D sur DY, qu'on va appliquer à donc EY fonction de X et de T fois EY. Bon, le terme entre crochets ne dépend pas de Y, et donc finalement cette partie de la force va être égale à 0. Quand on regarde ensuite le terme en d rond E sur d rond T, on voit apparaître en fait dans cette expression un sinus de oméga t moins oméga sur c x, obtenu par dérivation donc du cosinus qu'on avait dans le champ E, alors que dans B, on va voir apparaître un terme en cosinus oméga t moins oméga sur c x. Donc le produit vectoriel fait apparaître le produit cosinus fois sinus. Et donc quand on va calculer la force moyenne en fait dans le temps, on va trouver finalement une force moyenne nulle. Et donc dans la situation finalement où on est loin de la résonance et où l'atome est éclairé par une onde électromagnétique plane progressive, en moyenne, cette onde donc exerce une force nulle sur l'atome.
Alors on va regarder maintenant un cas qui est utilisé usuellement, qui est celui d'une onde qui serait cette fois-ci progressive mais non plane. On considère donc maintenant une onde électromagnétique qu'on choisit sous la forme suivante. Donc le champ électrique, on va mettre une amplitude E0 de Z qui dépend de Z. Elle se propage toujours dans le sens des X croissants. Elle est polarisée selon EY. Et donc, c'est-à-dire que c'est une onde dont l'amplitude varie dans un plan orthogonal, donc à la direction de propagation. Grâce à l'équation de Maxwell-Faraday, on calcule le rotationnel de ce champ électrique, qui est égal à moins d rond B sur d rond T, et par intégration temporelle, on en déduit l'expression suivante de B. Alors, on va commencer par calculer donc chacune des composantes de la force. Donc, le premier terme, en fait, on a vu qu'il fallait évaluer E scalaire gradient appliqué à E. Et en fait, comme tout à l'heure, si jamais on écrit ceci, on va voir le produit scalaire de E avec l'opérateur gradient va donner en fait EY, qui est fonction cette fois-ci de X, de Z et de T. Et donc on retrouve en facteur D sur DY, et ceci va s'appliquer au vecteur E, qui s'écrit donc EY, fonction de X, Z, T, et orienté suivant EY. Dans ce champ électrique ici, voilà, dans ce champ électrique, rien ne dépend de Y, et donc on va avoir finalement ce terme en E scalaire gradient appliqué à E qui est égal à 0. Donc maintenant, reste à calculer le terme suivant en donc d rond E sur d rond T vectoriel B. Alors je commence par écrire d rond E sur d rond T, donc on a juste la composante suivant Y, donc moins oméga qui vient de la dérivation du cosinus, E0 de Z, et puis sinus d'oméga t sur moins oméga sur Cx, que je vais écrire sinus de phi. Donc phi c'est oméga t moins oméga sur Cx pour pas avoir tout réécrire. Le champ magnétique, on a vu qu'il avait une composante suivant l'axe des X, une autre suivant l'axe des Z. Et quand on fait le produit vectoriel, on obtient donc sur X moins oméga E0 de Z BZ sinus phi 0 sur EY, et ici oméga E0 de Z BX, donc sinus phi. Alors dans BZ, on trouve en fait un cosinus phi, et donc du coup, la première composante ici, BZ sinus phi, va se moyenner à 0. Il nous reste en fait à considérer que la dernière composante, parce que dans BX, on va avoir un sinus phi. On va donc retrouver dans cette dernière composante ici un sinus carré phi qui va se moyenner à 1,5. Ça nous donne du coup l'expression de la force moyenne exercée par l'onde sur l'atome sous la forme suivante. Donc sous la forme suivante, j'ai dit 1,5 donc de epsilon 0 alpha prime de oméga E0 de Z E0 prime de Z, ce qui s'écrit finalement sous la forme de moins gradient, j'ai oublié le vecteur unitaire ici, EZ, donc moins gradient de moins un quart de epsilon 0 alpha prime E0 carré de Z. Alors on trouve en fait que la force que l'onde électromagnétique exerce sur l'atome, dans ce cas où l'onde est progressive et non plane, et dérive en fait d'une énergie potentielle qu'on appelle l'énergie potentielle dipolaire, que j'écris ici, et qui est en fait proportionnelle à la norme du vecteur de Poynting moyen. Ce terme-là, ça peut s'écrire en fait moins alpha prime de oméga fois la norme du vecteur de Poynting moyenné dans le temps sur C. On voit en fait que donc l'atome va être sensible à l'éclairement de l'onde. Imaginons par exemple que cette onde électromagnétique, on considère en fait une onde stationnaire comme des franges d'interférence. Alors en fait les maximums d'éclairement, les franges brillantes, et les minimums d'éclairement, les franges sombres, pourront être des maximums ou minimums d'énergie potentielle en fonction en fait du signe de la polarisabilité, alpha prime de oméga, c'est-à-dire en fait en fonction de la façon dont la pulsation oméga se compare à oméga 0. Alors, on se place maintenant au voisinage de la résonance.
en prenant une pulsation oméga de l'onde proche de la pulsation propre oméga 0 donc de l'atome. Dans ce cas-là, en fait, on a vu que la partie réelle de la polarisabilité, donc alpha prime, était très faible, proche de 0. Donc en fait, on va considérer que le moment dipolaire de l'atome est lié seulement à la partie imaginaire et va s'écrire donc comme ceci, sous forme complexe, en fonction du champ électrique E. On va envisager une onde plane, comme celle qu'on avait considérée tout à l'heure, avec E qui est égal à, donc on va l'écrire en complexe, E0 exponentielle de I oméga t moins oméga sur C x y, donc onde qui se propage dans le sens des x croissants, polarisée rectilinément suivant y, et j'en déduis du coup le moment dipolaire complexe sous la forme moins I epsilon 0 alpha seconde E0 exponentielle de I oméga t moins oméga sur C x, facteur donc de EY. On va à nouveau avoir, comme précédemment en fait, le terme en P scalaire gradient appliqué à E qui va être nul, puisque P scalaire gradient va faire apparaître l'opérateur D sur DY, et le champ électrique E est indépendant de Y. Donc on a juste en fait le terme déron P sur déron T vectoriel B à calculer en moyenne dans le temps. Donc là on va l'utiliser en fait sous forme complexe et écrire que la force moyenne, donc c'est la valeur moyenne de déron P sur déron T vectoriel B, et en utilisant la notation complexe, cette valeur moyenne s'écrit 1/2 de partie réelle de, alors pour déron P sur déron T, ça va être I oméga P bar vectoriel B conjugué avec donc le champ magnétique sous forme complexe qui s'écrit E0 sur C exponentielle de I oméga T moins oméga sur C, donc EZ. Donc on s'apprête à calculer le terme donc I oméga P bar vectoriel B conjugué. Donc pour I oméga P bar, donc on va voir dans P bar on avait moins I epsilon 0 alpha seconde etc. Donc I fois moins I on va obtenir plus 1, donc on va avoir epsilon 0 oméga alpha seconde E0 qu'on retrouve dans B conjugué avec E0 au carré sur C, et ensuite on va avoir donc le produit des deux exponentielles conjuguées qui vont se simplifier de sorte que finalement la force moyenne F que cette onde plane exerce donc sur l'atome au voisinage de la résonance s'écrit finalement sous cette forme-là, 1/2 de epsilon 0 E0 carré sur C, donc ensuite oméga et alpha seconde, et cette force est dirigée donc suivant EX qui résulte du produit vectoriel qu'on avait obtenu. Oméga sur C, EX, c'est en fait, on le voit apparaître ici, oméga sur C et EX, c'est le vecteur d'onde K, et donc on peut écrire la force sous la forme 1/2 de epsilon 0 E0 carré alpha seconde de oméga fois le vecteur d'onde K. Cette force-là, c'est en fait ce qu'on appelle, donc cette force-là, c'est ce qu'on appelle en fait la force de pression de radiation, et en fait elle est liée, puisqu'on est au voisinage de la résonance, à l'absorption en fait des photons par l'atome. Donc chaque fois que l'atome en fait absorbe un photon, il emmagasine en fait la quantité de mouvement h bar k du photon absorbé. Alors on me dira, mais il émet aussi des photons par émission spontanée, c'est vrai, mais en moyenne sur un grand cycle d'absorption-émission, comme l'émission spontanée se fait dans une direction aléatoire, la quantité de mouvement associée aux photons émis se moyenne à 0, et il reste donc en fait seulement la quantité de mouvement des photons qui sont absorbés par l'atome, et cette quantité de mouvement elle est là justement dirigée suivant le vecteur d'onde K de l'atome. Et donc on voit qu'on pourrait décrire cette force en termes d'absorption de photons, et c'est ce qu'on propose de faire dans une capsule vidéo suivante. À bientôt.